Et bon, on va enchaîner. Mohamed, tu veux introduire la communication suivante? Du coup, Loubna qui est connectée. Bonjour, Loubna. Euh, donc, comme vous le savez, professeur Loubna El Maloum est professeur universitaire à Casablanca et une grande spécialiste du glaucome. Bonjour, bonsoir Esther aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Ravi. Merci, cher ami, professeur Afrit. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un Bonsoir, plaisir. Lubna. Bonsoir. Donc, c'est un plaisir de faire cette présentation auprès de la Société française du glaucome, mon cher ami, professeur Florent Aptel. Alors, ça va être juste, je dois partager. L'hypertonie oculaire, c'est une complication fréquente des inflammations oculaires, donc il peut survenir dans 10 à 20% des cas et 10% se compliquent de neuropathie glaucomateuse. Donc il peut être soit résolutive avec la disparition de l'inflammation ou aboutir à une hypertonie oculaire permanente avec un glaucome secondaire. Il y a plusieurs facteurs de risque de développer une hypertonie oculaire lors d'une inflammation oculaire et la conduite de l'examen doit être bien établie et avec parcimonie pour connaître l'étiologie pour une meilleure prise en charge. Alors, un mot sur l'épidémiologie. Donc, une méta-analyse retrouve que les inflammations, ils peuvent se compliquer dans 10 à 40% d'hypertonie. Alors, c'est quoi les uveites antérieures chroniques? Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est les aigus, mais les chroniques, ils font plus d'hypertonie ou de glaucome dans 70% des cas. Les uveites aiguës récurrentes dans 40% des cas. Alors, reste pour 10%, donc les uveites aiguës, les uveites intermédiaires 10%, les uveites postérieures et les sclérites dans 10% qui peuvent se compliquer d'hypertonie. Alors, il y a certains facteurs de risque, c'est la jeune de l'uvéite, donc chez l'enfant, donc qui font plus d'hypertonie dans les inflammations aiguës, la localisation de l'uvéite, donc l'antérieure dans 70% des cas, l'intermédiaire dans 4% et la postérieure dans 15%. Donc plus l'uvéite est granulomateuse, plus on a de malchance d'avoir de l'hypertonie, le degré de l'inflammation qui est évalué par le Tyndall et le flair, et certaines étiologies telles que l'herpès, le Fuchs et le Posner-Scholzmann qui donnent plus d'hypertonie que d'autres. Alors, l'éthiopathogénie dans les inflammations, l'hypertonie dans les inflammations aiguës, donc ça peut être une hypersécrétion de l'humeur aqueuse par altération de la barrière hémato-aqueuse, mais le mécanisme le plus incriminé, c'est la trabéculite, donc par inflammation du trabéculum, ou bien une obstruction du trabéculum par des pigments, par du sang, ou par des cellules inflammatoires. Alors, cette trabéculite qui est vraiment la plus fréquente dans l'uvéite aiguë, alors qu'est-ce qui se passe? On va voir que l'agent pathogène, il va rentrer dans la cellule trabéculaire, donc il va être responsable d'un gonflement des fibres avec des lésions des cellules trabéculaires et ça donne une trabéculite. Alors, qu'est-ce qui peut rentrer dans le trabéculum? Donc, on va raisonner ensemble. Tous les virus peuvent rentrer dans le trabéculum, donc que ce soit l'herpès simplex virus, le zona, l'Epstein-Barr virus, la rubéole, le Covid aussi, il peut rentrer. Les bactéries ne rentrent pas. Et le candidat ne rentre pas, le parasite, le protozoaire, donc il peut rentrer et être responsable d'une trabéculite. Donc, on a le take-home message numéro 1. Donc, si on a une pression intraoculaire élevée dans l'uvéite aiguë, on retient l'herpès simplex virus, il faut rechercher plutôt l'herpès simplex virus, le zona, la toxoplasmose, à ne pas oublier parce que ça rentre, et le Posner-Schlossmann syndrome. Alors, il y a trois scénarios. Le premier scénario, lorsqu'on est devant une uvée aiguë unilatérale avec une chambre antérieure profonde, avec une pression intraoculaire élevée, un petit Tyndall avec un œdème de cornée, alors il faut absolument penser à l'herpès. C'est le plus incriminé, donc plus ou moins la toxoplasmose, on verra c'est quoi la différence. Et il faut attention de retenir faussement un diagnostic de crise aiguë par fermeture de langue. Le deuxième scénario, c'est presque le même que le premier, ça veut dire toujours avec la chambre profonde, la pression élevée, et il n'y a pas de Tyndall cette fois, donc parce que la toxoplasmose, il n'est pas nécrosante, donc il ne va pas atteindre l'iris, donc on aura une trabéculite sans atteindre l'iris, donc on aura une chambre antérieure qui est vraiment calme, avec une hypertonie, donc il faut absolument penser à la toxoplasmose. Le scénario numéro 3, c'est d'éliminer les fausses uvéites, c'est la pression intraoculaire élevée avec des particules dans la chambre antérieure, c'est les glaucomes pigmentaires, le glaucome facolytique et le Schwarz-Matsou syndrome.
Ça, c'était pour les uvéites aiguës. Donc, ces uvéites aiguës, ils peuvent être récurrentes et être responsables de synéchie. Et qu'est-ce qui explique l'augmentation de la pression? Donc, ça peut être des synéchies antérieures périphériques ou des goniosynéchies. Ça peut être des synéchies postérieures ou des synéchies iridocristalliniennes. On devient de la chronicité. Ça peut être de la néovascularisation, une bascule antérieure du corps ciliaire. Donc, ça, c'est pas une urgence, mais c'est dans les uvéites aiguës récurrentes. Alors, il y a ici cette étiologie, donc les 4 S de H et T, la spondylarthropathie, sarcoïdose, la syphilis, le Scholzmann, l'herpès, l'hétérochromie de Fuchs, la toxoplasmose. Alors, lorsqu'on a une hypertonie aiguë chez l'enfant avec des inflammations récurrentes, il faut penser à l'arthrite chronique juvénile. Lorsqu'on a des synéchies antérieures, il faut penser à la sarcoïdose et la syphilis. Et la trabéculite chronique est récurrente, donc il faut chercher, éliminer d'abord la cause infectieuse, donc l'herpès, le Fuchs, la toxoplasmose et le Scholzmann. Alors, là, c'était pour faire une revue de ce qu'il faut chercher, mais il faut savoir comment s'orienter vers l'étiologie et quelques tips de l'examen. Donc, il faut examiner la collerette pupillaire, ce qu'on appelle le pupillary RAF. C'est la version de l'EP de l'iris en avant au niveau du bord pupillaire. Lorsqu'il est absent, donc on pense à un Fuchs, et lorsqu'il est exagéré, on pense à la sarcoïdose. Alors, le Fuchs, c'est une présentation d'un ensemble de pathologies. Donc, l'hétérochromie ne se retrouve que dans 15% des cas. Alors, il y a le Fuchs et le Fuchs-like. Donc, le Fuchs, il y a la rubéole, le cytomégalovirus, l'Helicobacter pylori, les très inflammatogènes. Alors, ici, je vais juste insister sur le fait que c'est une bactérie qui rentre dans le trabéculum, l'Helicobacter pylori. Il peut détruire la cellule et rentrer, la toxoplasmose, et là, on a une pression intraoculaire qui est élevée. Alors, dans le Fuchs-like, donc le B7, il ne faut pas attendre l'hypopion. L'arthrite chronique juvénile, donc attention, un enfant qui fait un tableau de Fuchs, il faut penser à l'arthrite chronique juvénile. Et la PIO ici, il peut être normal ou légèrement élevé. Alors là, c'était voilà. Là, c'était pour le pupillary RAF ainsi que pour comment s'orienter aussi vers l'étiologie. Le diamètre pupillaire, normalement, il est en myosis. Lorsqu'il y a la midriase, il faut penser aux zona et au cytomégalovirus qui s'incrustent dans le ganglion ciliaire et détruisent les fibres parasympathiques. Lorsqu'on a beaucoup de fluctuations aussi, donc il faut, dans les hypertonies d'origine inflammatoire, donc il y a beaucoup de fluctuations dans la journée, avec une inversion de la courbe, avec une diminution de la pression le matin, parce que l'inflammation, il est basse par les stéroïdes endogènes. Alors, comment traiter? Le traitement, il est d'abord étiologique. C'est pour ça que l'étape de chercher l'étiologie est très, très importante. Il faut traiter quand la pression elle est supérieure à 25, soit neuropathie glaucomatose, ou quand on passe à le glaucome confirmé. Alors, comment traiter? Là, d'abord, le traitement médical. Les bêta-bloquants première intention parce qu'ils sont bien tolérés. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, généralement, il y a une endothéliite associée s'il y a une trabéculite, qui est vraiment le mécanisme le plus prépondérant en matière d'inflammation aiguë. Donc, il faut faire très attention à l'œdème de Cornet. Les alpha-agonistes, s'ils sont uvétogènes, il ne faut pas les prescrire, avoir la main facile de prescrire s'il y a un flair très augmenté et un myosis, parce qu'ils peuvent aggraver le myosis et aggraver les synéchies postérieures. Les myotiques sont à proscrire parce qu'ils aggravent l'inflammation avec une dilatation des vaisseaux uvéaux. Ils prédisposent à la formation des synéchies postérieures, voire à des membranes pupillaires. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique systémique temporairement, lorsqu'on a des hypertonies, enfin plus de 40, ils peuvent augmenter le flair et le mettre sur le camp de l'aggravation de l'uvéite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les prostaglandines, on se demande toujours est-ce qu'il faut prescrire des prostaglandines lorsqu'il y a de l'inflammation. Alors, il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la question. Là, c'est une étude qui a été publiée dans l'American Journal of Ophthalmology en 2009. Donc, il n'y a pas vraiment, ils ne sont pas contre-indiqués et ne sont pas encore plus efficaces. Donc, ils peuvent aggraver l'œdème chez le pseudophague en cas d'herpès. Il faut éviter quand il y a suspicion d'herpès et chez le diabétique. Alors, l'IPO laser ou chirurgical dans les formes aiguës, donc on ne va pas indiquer une IPO laser, mais lorsqu'on passe à la chronicité, bien ça devient récurrent avec formation de synéchie, on pense à faire une iridectomie au laser ou chirurgicale. Alors, il y a certains facteurs de risque de fermeture de l'IP lorsqu'on est devant un jeune patient avec une inflammation qui est active le jour de l'IP, donc il faut vraiment la mettre à distance lorsque vraiment l'inflammation sera plus gérée. Alors, l'IPO laser chirurgical, donc une grande étude qui a retrouvé que
la demi-vie de l'IP au laser est de 70 jours, alors que la chirurgicale est de 11 ans. Donc, c'est dire que l'efficacité et l'IP chirurgicale est plus efficace que l'IP au laser. Alors, la chirurgie, bien sûr, si on a une conversion au glaucome, idéalement, il faut une accalmie de minimum 3 mois, mais généralement, elle n'est pas possible. Il faut l'indiquer en urgence. Donc, mais on est devant l'aigu, on ne va pas faire un truc, enfin, c'est pour les inflammations chroniques qui se convertissent en glaucome. Et là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce qu'il faut vraiment indiquer une chirurgie précocement avec moins de fibrose conjonctivale et moins de succès thérapeutique, ou bien une chirurgie tardive avec plus de fibrose conjonctivale? Là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Alors, je conclus pour dire que les formes aiguës, gardez en tête l'herpès simplex virus, le cytomégalovirus, le virus de Zona, la toxoplasmose, et j'ajoute aussi l'Helicobacter pylori, ça peut être responsable d'une forme aiguë. Dans les formes chroniques, c'est les 4S, les 2H et le T. L'examen clinique, il faut absolument chercher les tips pour identifier l'étiologie et la physiopathe. Le traitement médical, il faut éviter les myotiques, faire attention à l'alpha-agoniste, l'inhibiteur d'anhydrase carbonique topique et systémique. Les prostaglandines ne sont pas contre-indiquées et sont pas plus efficaces que d'autres. L'iridectomie, il est plus efficace que l'iridotomie multiple et de grande taille. Et la chirurgie, donc, il faut poser le pour et le contre. Je vous remercie. Merci Loubna pour ta participation et pour ta très belle présentation d'un sujet qui est complexe, hein, on l'a vu, et notamment il y a plein de mécanismes différents possibles. Et comme tu l'as dit, il faut identifier le bon mécanisme pour sélectionner le bon traitement.